Si on se pose la question, qu'est-ce qui nous sépare, mais vraiment, de tous les autres animaux sur la planète, ce n'est pas juste notre pouce ou notre intelligence, non. C'est notre capacité assez unique à croire en des choses qui n'existent que dans notre imagination. Allez, on va creuser ça ensemble. Pour bien saisir cette idée, qui peut paraître un peu folle au début, on va partir de quelque chose de très concret, quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut voir, quelque chose de familier. Prenez une voiture Peugeot. Voilà, c'est du solide, on peut la toucher, la conduire, la cabosser même. Bref, elle existe, c'est un fait, un objet bien réel. On est tous d'accord là-dessus. Mais alors, et l'entreprise Peugeot? Ah, là, ça se corse. Où est-ce qu'elle se trouve exactement? Est-ce qu'on peut la montrer du doigt? Est-ce que c'est le PDG, les usines, les voitures elles-mêmes? Non. L'entreprise, c'est autre chose. Et pourtant, ce truc, qui n'est pas palpable, a un pouvoir bien réel, lui. Il emploie des centaines de milliers de gens, il possède des biens, il peut signer des contrats, il peut même aller en justice. C'est quand même incroyable pour quelque chose qui n'est pas un objet physique. Alors, c'est quoi au juste? Eh bien, c'est ce qu'on appelle une fiction juridique. C'est une histoire qu'on a tous décidé de croire, collectivement. L'entreprise Peugeot n'existe que parce que des millions d'avocats, de banquiers, d'employés et de clients sont d'accord pour dire qu'elle existe. C'est une réalité imaginée. Et cette capacité, c'est notre véritable super pouvoir à nous, les humains. Créer des réalités juste avec notre imagination collective. Mais d'où ça vient? Pour le comprendre, il faut faire un sacré bond en arrière. On remonte le temps, direction la révolution cognitive, il y a environ 70 000 ans. C'est à ce moment-là que notre espèce, Homo sapiens, a débloqué cette compétence vraiment unique. Ok, tous les animaux communiquent, ça c'est sûr. Un singe vert par exemple peut crier « Gaffe, il y a un lion » et hop, tout le monde se met à l'abri. Mais un sapiens, il peut raconter toute une histoire. Il peut dire « Le lion, il est près de la rivière, tu sais, à côté du grand arbre où les bisons vont boire ». La différence, c'est la complexité. Notre langage est incroyablement plus souple. Mais ce n'est même pas ça le plus dingue. Le vrai truc qui change tout, c'est qu'on est la seule espèce capable de parler de choses qui n'existent absolument pas. Des esprits, des dieux, des légendes, et oui, des entreprises. Au tout début, cette nouvelle faculté a surtout servi à faire des commérages. Eh oui, le fameux gossip. Savoir qui est digne de confiance, qui est un peu filou, qui fricote avec qui, c'est ce qui a permis de créer du lien social et de la cohésion dans les petits groupes. D'ailleurs, il y a un truc intéressant que les sociologues ont découvert. Il y a une sorte de limite naturelle à la taille d'un groupe où tout le monde se connaît vraiment. Ce chiffre, c'est environ 150 personnes. C'est ce qu'on appelle le nombre de Dunbar. Au-delà, impossible de maintenir des relations personnelles avec tout le monde. Et là, on arrive au grand paradoxe. Si notre cerveau est en quelque sorte câblé pour des groupes de 150, comment diable a-t-on fait pour construire des cités de milliers de personnes, des empires de millions? La réponse, elle est dans notre super pouvoir, la fiction. La coopération à très grande échelle, ce n'est pas une histoire de liens personnels, c'est une histoire de mythes communs. En gros, voilà le cheminement. D'abord, les commérages. Ça soude les petits groupes, jusqu'à 150. Mais pour aller au-delà, il a fallu une nouvelle colle sociale, des mythes communs. Des grandes histoires qui permettent à des millions d'inconnus de ramer dans la même direction. Et ces mythes, attention, ils sont partout autour de nous. Les nations, c'est une histoire. Les religions, des histoires. Les systèmes de loi, avec leur concept de justice, une histoire. Et bien sûr, l'argent. Probablement l'histoire la plus efficace qu'on ait jamais inventée. Pour y voir plus clair, on peut classer la réalité en 3 catégories. D'abord, la réalité objective. La radioactivité, les montagnes, ça existe, qu'on y croit ou non. Ensuite, la réalité subjective. Un ami imaginaire, une pensée, ça n'existe que dans la tête d'une seule personne. Et enfin, il y a cette 3e voie, la plus folle, la réalité intersubjective. C'est là qu'on trouve l'argent, les lois, les nations. Ça n'existe que parce qu'on est des millions à y croire en même temps. Et tout leur pouvoir vient de là. Un billet de banque, objectivement, ce n'est qu'un bout de papier coloré. Mais tant que des milliards de gens sont d'accord pour dire que ça a de la valeur, eh bien ça en a. Si demain tout le monde arrête d'y croire, ce n'est plus qu'un bout de papier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on vit tous à l'intérieur de ces ordres imaginés, qu'on en soit conscient ou non. Ils structurent nos vies, nos sociétés et même nos désirs les plus profonds. Il y a une citation géniale de Talleyrand qui résume ça parfaitement. Il disait qu'on peut tout faire avec des baïonnettes sauf s'asseoir dessus. En gros, la force brute ne suffit pas à maintenir un ordre social. Il faut que les gens y croient. Un prêtre ou un enseignant peuvent être bien plus efficaces que 100 soldats pour ça. Alors comment on fait pour que tout le monde y croie?
Eh bien, la première règle, c'est de ne jamais admettre que c'est une histoire. On dit que c'est une vérité absolue, venue des dieux ou des lois de la nature. Et puis, on l'intègre partout, dans l'éducation, dans l'art, dans l'architecture de nos villes, jusqu'à ce que ça devienne aussi évident que la gravité. Le résultat de tout ça, c'est qu'on est et on grandit à l'intérieur de ces fictions. Elles ne nous apparaissent pas comme des histoires, mais comme la réalité. Elles forment les murs invisibles de notre monde. Et on ne peut pas vraiment s'en échapper. Même les plus grandes révolutions, au fond, ne font que remplacer une histoire par une autre. Quand on fait tomber un roi au nom de la nation, on ne s'échappe pas de la prison. On fait juste tomber les murs de notre cellule pour se retrouver dans la cour un peu plus grande d'une autre prison. Dit comme ça peut paraître un peu décourageant. Mais en fait, il y a une idée incroyablement puissante là-dedans. Si notre monde entier, les nations, les droits humains, l'argent, est entièrement construit sur des histoires qu'on s'est racontées, eh bien ça veut aussi dire qu'on peut les changer, on peut en écrire de nouvelles. Et la vraie question finalement, c'est celle-là. Quelle histoire on décide d'écrire pour la suite ?